Et une sœur d'un ordre ouvrier avec laquelle j'ai mené une thérapie, une psychanalyse tellement longue qu'elle a eu le désir de l'écrire et qu'on n'a pas pu publier parce que les ordres masculins au-dessus d'elle ont interdit. Donc j'ai compris aussi que dans la religion chrétienne, il y avait aussi dans les ordres religieux cette suprématie de l'homme sur la femme. Ho capito che anche nella religione cattolica, negli ordini, c'era questa supremazia dell'uomo sulla donna. Mais cette thérapie écrite existe en Italie. Cette thérapie écrite existe en Italie. Scritta esiste in Italia. Elle a été répertoriée et donc elle ne va pas disparaître. È stata catalogata e quindi non sparirà. Donc ces religieuses aussi sont des migrantes. Queste religiose sono pure delle migranti, pure loro. Et dans les pays où elles vont, elles se déploient avec un dévouement extraordinaire. E nei paesi dove vanno, si spiegano in modo straordinario. Elles font partie de ces 200 millions de personnes qui migrent tous les ans dans le monde. Fanno parte di queste 200 milioni di persone che migrano ogni anno nel mondo. Certains définitivement. Alcuni definitivamente. Et la plupart sont en transit dans un lieu ou dans un autre. La maggior parte in transito in un luogo o in un altro. Alors, pour vous parler des troubles psychopathologiques, et comme j'ai un auditoire qui n'est pas spécialisé, je vais essayer de vous parler aussi de l'émigration comme un phénomène général aujourd'hui. Allora, per parlarvi delle psicopatologie e siccome dico stasera non è specializzato, cercherò di dresser le tableau général de l'émigration. Di fare un quadro, di mostrarvi un quadro generale. Comme étant un phénomène mondial aujourd'hui. Come un fenomeno proprio ormai internazionale, mondiale oggi. Donc nous sommes entre l'Europe et l'Afrique ici. Qui siamo tra l'Europa e l'Africa. Alors que nous n'oublions pas que le président Trump est en train de bâtir un mur contre le Mexique. Ma non dobbiamo dimenticare che il presidente Trump sta cercando di costruire un muro tra gli Stati Uniti e il Messico. Et donc ces phénomènes vont devenir de plus en plus importants en nombre. Questi fenomeni diventeranno in futuro sicuramente sempre più numerosi. Et de plus en plus graves dans les défis qu'ils posent à l'humanité. E sempre più gravi nelle sfide che pongono all'umanità. Alors moi je viens d'un pays d'où l'émigration est très forte. Vengo da un paese dove l'emigrazione è molto forte. On considère qu'il y a 10 à 15% de Marocains qui vivent en dehors du Maroc. Si pensa che il 10 al 15% dei marocchini vive all'estero. Et à part les migrants économiques, aujourd'hui, les étudiants qui partent étudier en Europe ou aux États-Unis ne rentrent plus pour la plupart au Maroc. A parte per la migrazione economica, la maggior parte degli studenti che emigrano in Europa o negli Stati Uniti non tornano più. Ça veut dire que cette formation essentiellement importante pour le développement du Maroc disparaît et donc on a un cycle d'appauvrissement qui est de plus en plus important. Significa che tutte queste competenze non ritornano al Marocco e che c'è un impoverimento sempre più pregnante, importante della civiltà. Aujourd'hui, en plus, le Maroc est devenu une terre d'immigration. Oggi il Marocco è diventato una terra di immigrazione. Et c'est une immigration subsaharienne.
è un'immigrazione subsahariana qui, comme ma collègue l'a décrite, et traverse le désert. che attraversa il deserto, come è stato descritto prima. Et donc, il y a déjà dans le désert une déperdition humaine terrifiante. Già nel deserto ci sono perdite umane incredibili, un numero incredibile di perdite. Les phénomènes économiques régissent les migrations, en fait. I fenomeni economici sono all'origine dell'immigrazione. Et ils régissent les migrations en cours. E danno le regole in questa immigrazione, a questa immigrazione in corso. Par exemple, le Maroc a été aidé par l'Union européenne pour garder sur son territoire un certain nombre de subsahariens et pour repousser vers leur pays un autre nombre. Per esempio il Marocco ha ricevuto soldi della Comunità Europea per tenere a sé un certo numero di persone che venivano dal sud e rimandarne ancora più sud il faut savoir que la première population immigrée en Italie, quand j'ai commencé moi à travailler sur l'immigration en Italie, était marocaine. Quando ho cominciato a lavorare sull'immigrazione in Italia ho visto che la prima immigrazione veniva dal Marocco. La plus forte population La più forte fetta di popolazione immigrata était marocaine. era marocchina. C'était à Turin en 1999. Era a Torino nel 99. Et l'après-midi où je devais visiter la prison pour les mineurs, malheureusement je devais parler et je ne suis pas allée les rencontrer. Nel pomeriggio in cui dovevo andare a visitare la prigione dei minori, dovevo parlare e non sono andata a incontrarli più. Il y avait en avril 1999 431 mineurs marocains en prison. Nell'aprile 99 c'erano 431 minorenni in prigione. Et je vais revenir après au phénomène donc pathologique en prison. Tornerò dopo al fenomeno della patologia in prigione. Ça va? Ça va? Ça va? Ça va pour vous? Ça va. Alors, donc moi je proviens du Maroc et donc je peux parler en amont de l'immigration que vous avez en Italie. Je peux parler dans les pays d'origine du projet migratoire. Io vengo da Marocco e posso parlare di ciò che precede l'immigrazione che vi arriva e posso parlare del fenomeno migratorio. Du projet migratoire. Del progetto migratorio. Alors, je reçois beaucoup de... En fait, il y a 50% de Marocains qui veulent quitter le Maroc. Il 50% dei marocchini vorrebbe lasciare il Marocco. Quelle que soit la strate sociale. Qualsiasi sia il ceto sociale. Les riches et les pauvres. Ricchi, poveri. Tout le monde. Donc, le projet migratoire, moi, je l'étudie en tête-à-tête avec le patient qui va venir me voir. Quindi il progetto migratorio lo studio tra quattro occhi con il paziente che mi viene a trovare. Et en général, la personne qui est défavorisée économiquement, elle veut partir parce qu'elle pense que l'avenir est ailleurs. Di solito la persona che ha scompensi economici vuole partire perché pensa di trovare meglio, di migliorare la sua situazione. Le problème, c'est qu'elle est déjà en situation d'échec. Ma è già in una situazione di fallimento. Et j'ai entendu l'un de ces jeunes, de ces mineurs désirant migrer, il m'a dit en arabe, je veux nous sauver. Il a pris le mot sauver du français, il l'a mis en arabe et il disait je veux nous sauver. Nous sauver, ça veut dire je veux sauver mon moi. Donc en partant, je pense que je vais sauver mon moi. E sentiva un ragazzo che aveva questo tipo di problemi economici e diceva in arabo, cercando di usare una parola francese, salvarsi o scappare, je veux me sauver, sarebbe una via di mezzo tra voglio scappare o voglio salvarmi. Exact.
Et en fait, ces jeunes gens sont tous en situation d'échec. Ma purtroppo questi giovani sono tutti in questa situazione già in partenza di fallimento. Mais moi, sur les 20 années qui viennent de passer, je me rends compte que, à part ces jeunes gens en grosse difficulté, il y a des tranches de population aisées qui partent et qui brouillent finalement l'appréciation de l'immigration. Ma negli ultimi 20 anni mi rendo conto che tranne questa categoria di persone che hanno problemi, ci sono pure persone molto agiate che rendono confuse la lettura, diciamo, dell'immigrazione. C'è una perdita di punti di riferimento perché non è più una sola categoria. Par exemple, moi, je peux donner mon exemple familial. J'ai 5 neveux, dont 3 sont à l'étranger, au Canada, en France et à Abu Dhabi. Ho 5 nipoti, di cui 3 sono negli Stati Uniti, Non, au Canada, nel Canada, à Paris a Parigi et e à Abu Dhabi. Et c'est terrible parce que l'un d'entre eux a un diplôme, un double diplôme énorme. Uno di loro ha un doppio diploma. Les deux. Et donc, Due di loro ont des diplômes extrêmement importants. Hanno dei diplomi, diciamo, dei titoli di studio estremamente importanti, seri. Qui ont été achetés. Alors, ces diplômes, ces personnes ont été achetées par des territoires où le jeune, ou mes neveux par exemple, ont l'impression qu'ils vont mieux vivre. In qualche modo sono stati, tra virgolette, comprati da paesi dove questi giovani pensano che vivranno meglio. Le problème, c'est que, par exemple, moi, je ressens que c'est une hémorragie. C'est une hémorragie dans ma famille et c'est une hémorragie pour le pays. Sembra come io risento che sia un'emorragia non solo nella mia famiglia ma anche per il paese. Alors, on va retourner au projet migratoire de ces migrants qui sont des migrants difficiles. Torniamo al progetto migratorio dei migranti che hanno delle difficoltà. Alors, ils n'ont pas de diplôme, Non hanno titoli di studio, ils n'ont pas de formation professionnelle, formazione professionale, ils n'ont pas d'insertion sociale dans leur propre pays. non sono inseriti socialmente nel proprio paese. Une grande partie d'entre eux est droguée Gran parte di loro ha problemi con la droga, et une autre partie a des problèmes psychologiques patents. un'altra parte ha problemi psicologici latenti. Mais l'espoir reste cet ailleurs fantasmé. E purtroppo la speranza è questo altrove fantasmato, questo oltre i confini. Qui souvent au contraire, se transforme en cauchemar. Che purtroppo spesso si trasforma in incubo. La deuxième étape, c'est la traversée. La seconda tappa è la traversata. Le chemin, le voyage, Il cammino, il viaggio. Et on quitte une terre et un territoire Si lascia una terra e un territorio pour en retrouver d'autres. per trovarne altri. Et dans l'espace entre les deux, qui est un autre territoire, c'est le chemin de l'exil. E lo spazio tra due territori è il cammino dell'esilio. C'est une autre traite. Un'altra parte. Alors, le problème, c'est que ceux qui arrivent, ceux qui ne meurent pas en chemin, Coloro che ci arrivano, che non muoiono durante sulla strada, vont nous poser des problèmes par rapport à l'exil. ci daranno problemi riguardo all'esilio, al problema dell'esilio. Pourquoi l'exil? Toutes les personnes que j'ai pu interroger dans une pratique ne vivent pas dans le pays d'accueil comme étant leur nouveau pays. Ils se considèrent en exil et le pays redevient le pays fantasmé d'où ils partent et qui redevient le meilleur pays. On recommence. Questi ragazzi vivono anche l'arrivo come un esilio perché arrivano nel paese di
di arrivo, di accoglienza. di accoglienza, ma non sono ancora arrivati, sono in esilio perpetuo. Et ce problème est bizarre parce qu'ils ont fantasmé un pays merveilleux et une fois sur place, c'est le pays qu'ils ont quitté qui redevient le pays merveilleux. E purtroppo arrivati questo paese che hanno fantasmato non è più, vivono delle difficoltà e si rimettono a fantasmare il paese di provenienza. Donc ils ne sont ni d'ici ni de là-bas. Né di qui né di altrove, non sono più, insomma, non hanno più una terra. Finalement, ils n'ont pas atteint la terre promise. E alla fine non hanno raggiunto la terra promessa. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Perché subentrano molti problemi. Alors, on va essayer de sérier les problèmes rencontrés dans les pays d'accueil. Allora, quali sono questi problemi? Cerchiamo di... Premièrement, la langue. La lingua. Nous avons eu à Paris en 2017 une très grosse rencontre sur la langue dans l'immigration. Abbiamo nel 2017 a Parigi avuto un grande incontro riguardo alla lingua dell'immigrazione. Et on s'est rendu compte que c'est un problème majeur dans l'adaptation, l'intégration ou l'assimilation des personnes. E ovviamente ci siamo resi conto che rappresenta un problema importantissimo nell'adattamento, l'assimilazione, l'integrazione e poi l'assimilazione. Ou l'assimilation. Et en fait, les populations qui sont maghrébines, on va dire marocaines, maghrébines, celles que je connais le mieux, refusent l'assimilation. E in effetti le popolazioni magrebine, marocchine, quelle che conosco meglio, si rifiutano l'assimilazione. Dans le pays d'accueil, nel paese d'accoglienza. Ils ne se sentent pas chez eux. Non si sentono a casa nel paese di accoglienza. Souvent, ils ne l'aiment pas. Spesso non lo amano. Et ils sont toujours en train de parler et d'essayer de revivre comme dans l'endroit d'où ils sont partis. E stanno sempre a cercare di vivere come nel paese che hanno lasciato. Je dirais que leurs valises culturelles qu'ils ont transportées avec eux sont trop lourdes. La loro valigia culturale, tra virgolette, quella che hanno portato con loro, è troppo pesante. Ils vont aussi affronter des climats qui sont extrêmement différents de ceux dont ils viennent. Poi affronteranno dei climi che sono estremamente diversi dal paese da dove provengono. Et très souvent, ces jeunes, ces personnes, pour travailler, sont totalement incommodés par le froid, par exemple, et donc ils sont bloqués même dans les efforts qu'ils peuvent faire. Spesso sono anche talmente bloccati, per esempio dal freddo, che si sentono anche bloccati nelle loro forze, negli sforzi che fanno fisici. Je parlais des valises culturelles. Elles sont donc très lourdes et elles contiennent énormément de choses. Le loro valigie culturali sono estremamente pesanti, ma non solo, ma contengono anche una quantità incredibile di cose. Normalement, dans ces personnes en présence de ceux qui sont différents, devraient agir des forces de métissage culturel. Si aspetterebbe che diciamo, in questo caso in presenza di popolazioni diverse si operasse un sistema di métissage. Di mescolanza. Le problème, c'est que ces métissages culturels vont être non pas harmonieux, mais forcés. Ma diventeranno purtroppo dei métissage diciamo, un po' forzati. Une autre difficulté affrontée dans les pays d'accueil, c'est la loi. Un'altra problematica da affrontare nel paese d'accoglienza è la legge. Le problème, c'est d'avoir ce qu'ils appellent des papiers. Il problema è innanzitutto tenere i documenti. Les papiers, les fameux papiers. Et en plus, la loi est beaucoup plus respectée dans les pays d'accueil que dans les pays d'où ils viennent.
E per di più la legge viene rispettata molto di più nel paese d'accoglienza che non nel paese di provenienza. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pu corrompre et payer le voyage clandestin. Per prova è in questo modo che hanno potuto pagare il loro viaggio clandestino. Donc ils vont refuser cette loi qu'ils trouvent trop rigide dans tous les domaines. Quindi rifiutano questa nuova legge che trovano troppo rigida in ogni, Dans tous les domaines. in ogni ambito, in ogni campo. Alors, ils vont aussi affronter le possible rejet dans le pays d'accueil et la xénophobie. Dovranno pure affrontare diciamo, la xenofobia, il razzismo Et le possible rejet. e il rejet. Il rifiuto. Alors, dans cette situation, ils vont évidemment être fragilisés psychologiquement. In questa situazione ovviamente saranno fragilizzati psicologicamente. Et s'ils étaient restés, par exemple, dans le cocon de leur famille et dans leur pays, peut-être que ces troubles psychologiques ne seraient pas apparus ou n'auraient pas explosé. E se fossero rimasti nella loro famiglia, nel loro ambiente diciamo, familiare, queste problematiche psicologiche non sarebbero subentrate. Pourtant, ils étaient décidés à partir. Ma erano comunque decisi a partire. Alors, je vais relater un certain nombre de faits que j'ai constatés dans mes consultations à Casablanca. Racconterò un certo numero di storie, di fatti a cui ho assistito durante le mie visite a Casablanca. Alors, il faut savoir que ces jeunes migrants souffrent de graves frustrations multiples. Questi giovani migranti soffrono di varie frustrazioni, numerose frustrazioni multiple. Par exemple, dans des familles déstructurées ou des familles déjà très pauvres. Famiglie molto povere o diciamo un po' destrutturate nel senso che hanno problemi già forti. Ils souffrent de pauvreté. Soffrono di povertà. C'est un problème qu'on ne peut pas nier ni cacher. Non si può nascondere questo problema né negarlo. Par exemple, ces jeunes qui viennent me consulter ne peuvent pas être traités psychologiquement parce qu'ils n'ont pas les moyens de se faire traiter psychologiquement. Per prova questi ragazzi che vengono a consultare la dottoressa non hanno neanche i mezzi per farsi curare. Ils ont essuyé de nombreux échecs. Si sono confrontati a molteplici fallimenti. En particulier et principalement l'échec scolaire, l'échec universitaire. Principalmente la scuola, fallimenti a scuola e all'università. Ensuite, ils sont dans un monde mental fantasmatique. Poi vivono in un mondo fantasmato. Gorgé de représentations. Pieno di rappresentazioni. Négatives pour leurs conditions actuelles. Le rappresentazioni negative per la propria condizione et positives pour cet ailleurs paradisiaque. E positive per questo altrove paradisiaco. Alors, ils sont aussi dans des plans mimétiques. Si trovano in piani mimetici. Par exemple, quand ils voient les retours des migrants en vacances, per esempio, quando vedono il ritorno dei migranti in vacanza, ces migrants qui sont euphoriques parce qu'ils sont en vacances et qu'ils retrouvent les leurs, questi migranti felicissimi perché tornano a vedere e a trovare la famiglia. Alors, ils leur paraissent richement vêtus, ils ont des voitures, et en particulier la fameuse Mercedes-Benz. Mi sembrano tutti ben vestiti, ricchissimi, e felicissimi, hanno delle macchine, in particolare la famosa Mercedes-Benz. Même si elle a 20 ans. Anche se è una macchina vecchia di 20 anni. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a un phénomène de nouveaux migrants très particulier que sont les étudiants et les filles. Ma c'è un nuovo fenomeno di migrazione recentissimo che riguarda gli studenti e le ragazze. Alors, le
phénomène extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui les filles migrent pour elles-mêmes. Ma oggi, cosa straordinaria, le ragazze migrano per se stesse. Non pas avec un mari, non pas avec un père, mais elles font l'acte migratoire d'elles-mêmes toutes seules. Né col marito né col padre, ma da sole. Et ceci est en fait l'expression d'une féminisation de la société, malgré tout. E sarebbe l'espressione di una femminizzazione della società. Une féminisation avec un statut de la femme qui devient meilleur, puisqu'elle peut par exemple... Miglioramento dello statuto della donna. Parce qu'elle peut par exemple avoir un passeport sans l'autorisation du père ou du mari. Perché oramai può avere un documento come il passaporto senza l'autorizzazione del padre o del marito. Un phénomène très particulier qui concerne aussi bien l'émigration maghrébine que subsaharienne, c'est que cette émigration est constituée de personnes jeunes ou de plus en plus jeunes. Allora, un fenomeno particolare che riguarda sia l'immigrazione magrebina sia subsahariana e che riguarda persone sempre più giovani, molto giovani e sempre più giovani. Qui émigrent seules. Che emigrano da sole. Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour émigrer. Pronti a fare qualsiasi cosa per emigrare. Par exemple, aujourd'hui, pour traverser la Méditerranée au Maroc de façon clandestine, il faut payer 5 000 €. Per esempio, per attraversare il Mediterraneo oggi dal Marocco bisogna pagare 5.000 €. Et donc les familles sont mises en demeure de trouver cette somme pour le passage clandestin. Quindi le famiglie si trovano costrette a trovare questi soldi per il passaggio clandestino. Donc on est très loin du phénomène du regroupement familial qui a été typique de l'immigration à un moment donné. Siamo lontanissimi dal fenomeno del raggiungimento familiare che era tipico dell'immigrazione negli anni 60. C'est ça, 70. 70, anni oui. 60. Donc, le jeune migrant n'a plus la protection du nucléus familial. E il giovane non ha più la protezione della sua famiglia. Ils sont exposés à différents dangers. E viene esposto a tanti pericoli. Qui sont aussi bien physiques que psychiques. Fisici, psicologici, psichici. D'abord, beaucoup meurent dans le processus, dans le passage migratoire. Molti perdono la vita nel passaggio migratorio. Beaucoup sont exposés à des accidents. Molti subiscono incidenti. Beaucoup sont exposés à la précarité de tous les niveaux et de toutes les formes. Molti sono esposti a qualsiasi forma e tipo di precarietà. Les filles, par exemple, évidemment, sont exposées à la prostitution. Le ragazze, per esempio, sono esposte alla prostituzione. Ce sont 3 éléments qui font des jeunes migrants des personnes fragiles et fragilisées. Sono 3 elementi che fanno dei giovani migranti delle persone molto fragili ma anche fragilizzate. Et donc là, on va voir apparaître des problèmes psychiques et mentaux. E a questo punto subentrano problemi psicologici. Alors, je voudrais souligner les travaux des personnes italiennes qui ont fait des choses remarquables dans ce domaine. Vorrei sottolineare il lavoro di persone italiani che hanno lavorato in questo campo. Par exemple, le professeur Alberto Merini à Bologne, au centre Georges Devreux. Il professore Alberto Merini a Bologna, al centro Georges Devreux. Qui a travaillé toute sa carrière sur l'ethnopsychiatrie. Che tutta la sua carriera ha lavorato sull'etnopsichiatria. Ensuite, je voudrais souligner l'effort fait par 2 types de personnes dans les pays d'accueil. Vorrei sottolineare pure gli sforzi fatti da 2 tipologie di persone nei paesi di accoglienza. Principalement les intellectuels, les chercheurs, Principalmente intellettuali e ricercatori, les sociologues, les pédagogues, qui mènent la réflexion sur le phénomène migratoire et sur les personnes accueillies sur cette terre européenne. Che portano avanti la riflessione su questo fenomeno migratorio e sulle persone coinvolte. Et puis, il y a une deuxième partie de personnes qui sont des professionnels sur le terrain. Una seconda categoria, professionisti proprio sul campo, qui vont donc recueillir
tous les migrants et en particulier nos jeunes migrants. che accoglieranno tutti i migranti, in particolare i giovani migranti. Alors, il y a trois pôles. Il y a la médiation culturelle. In tre momenti diversi, la mediazione culturale, Ensuite, tout ce qui regarde l'enseignement et l'éducation. tutto poi ciò che riguarda insegnamento e educazione Ensuite, tout ce qui regarde la santé. e poi tutto ciò che riguarda la salute. Et dans ce domaine de la santé, nous avons aussi un topic particulier qui est celui de la protection de la mère et de l'enfant. In questo campo della salute abbiamo anche una cosa particolare che riguarda la salute della madre e del bambino. Alors, il y a aussi un phénomène qui est assez général, c'est la drogue. Parmi toute cette catégorie de jeunes migrants. C'è anche il problema abbastanza generalizzato della droga per tutti questi migranti, la maggior parte di questi giovani migranti. Nous avons vu que même avant de partir, ces jeunes en échec étaient souvent, très souvent, des drogués. Abbiamo visto che anche prima di partire questi ragazzi che hanno vissuto dei fallimenti sono già in partenza drogati. Et puis, on va aborder vraiment la psychopathie. Si parlerà poi di psicopatologia, avec des conduites antisociales, con comportamenti antisociali, de prostitution, di prostituzione, de délinquance delinquenza et enfin d'expérience de la prison. e anche esperienza della prigione. Alors, del carcere. j'ai personnellement travaillé à Forlì, dans la prison de Forlì, Personalmente ho lavorato nella prigione nel carcere di Forlì, où tous les professionnels, c'est les gardiens, les psychiatres, les psychologues, tout le monde ne comprenait pas le phénomène de ce qu'on appelle en Italie l'autolésionisme. che non capivano tutti i lavoratori, diciamo, in questa prigione, non erano nessuno di loro era in grado di capire il problema dell'autolesionismo da parte dei giovani migranti in prigione. Alors, ça consiste en quoi? Ce sont en particulier des personnes caractérielles, des personnes psychopathes. Sono in particolare, in che cosa consiste? In partenza sono spesso persone che hanno problemi di carattere, cioè di comportamento. Qui sont des psychopathes, c'est le diagnostic. Psicopati, era l'accento tonico. Et donc, ces gens se droguent et il y a un moment d'une telle violence qui va sortir qu'ils se tailladent le tronc, les avant-bras et les cuisses. E sono giovani persone che si drogano e a un certo punto deve uscire una forma di violenza e si tagliano le braccia, il tronco, insomma, Les cuisses. e anche le cosce, le gambe. Et en regardant leur sang couler, ils arrivent à se calmer. Ils ne se calment que quand ils voient le sang. E soltanto vedendo il sangue loro, il proprio sangue, riescono a calmarsi. Et donc, ce phénomène, les personnes en charge de ces jeunes migrants ne le connaissaient pas. Questi fenomeni, insomma, questa violenza, le persone incaricate di stare vicino nella prigione a questi giovani non li conoscevano. Alors que moi, c'est pour moi une chose assez banale. Ma per me è una cosa abbastanza comune. Je peux dire que sur les jeunes que je consulte, 70% d'entre eux sont drogués. Il 70% dei giovani che ho avuto in consultazione si droga. Et pourquoi? Parce que le Maroc est le plus gros producteur de cannabis au monde. Perché il Marocco è anche uno dei più grossi produttori di cannabis al mondo. Donc, ce phénomène d'autolésionisme est un phénomène qui décrit l'agressivité énorme de ces personnes. Questo fenomeno dell'autolesionismo descrive proprio l'enorme aggressività di queste persone. Cette agressivité qui est soit portée sur soi, soit portée sur l'autre.
Sì, che si rivolge a se stesso ma anche agli altri. Et c'est pour ça qu'on va retrouver un grand nombre de migrants dans les prisons. E per questa ragione che si ritrovano molti giovani migranti nelle prigioni, nei carceri. Alors, je voudrais vous décrire un syndrome qui est actuellement en étude à Berkeley aux États-Unis. Et ce phénomène s'appelle le syndrome d'Ulysse. Vorrei descrivervi una sindrome che viene studiata in questo periodo a Berkeley negli Stati Uniti e che si chiama la sindrome di Ulisse. Il résume bien les problèmes psychiques auxquels sont exposés les jeunes migrants. E riassume molto bene i problemi psichici a cui sono esposti i giovani migranti. Alors, ce syndrome d'Ulysse, voyons voir ce que c'est. Les migrants vivent une réalité très particulière et leurs problèmes ne ressemblent pas aux problèmes d'autres personnes qui ne sont jamais sorties de leur milieu d'origine. I migranti vivono delle problematiche molto particolari che non somigliano per niente ad altre che toccano persone che non sono mai uscite dal proprio paese. Et c'est pour cela qu'on doit aborder leurs problèmes psychiques d'une manière différente de celle qu'on utilise d'habitude. E perciò bisogna anche considerare i loro problemi in modo diverso di quello che si fa di solito. Le syndrome d'Ulysse, c'est le syndrome du migrant avec un stress chronique et multiple. Alors, la sindrome di Ulisse è Le syndrome d'Ulysse est le syndrome du migrant avec un stress chronique et multiple. Il faut retenir. E la sindrome del migrante con uno stress cronico e multiplo. C'est-à-dire, Cioè, c'est quand les problèmes que vit le migrant sont nombreux et se multiplient, et qu'en plus ils durent longtemps qu'apparaît ce syndrome. e quando i problemi che deve affrontare la persona sono molteplici e durevoli, Quand ils durent longtemps et que quando les difficultés sont multiples, e in questo caso appare questa sindrome. alors ce syndrome d'Ulysse, on ne peut pas l'appliquer à des personnes qui vivent dans leur milieu normal. E non si può applicare questa sindrome a persone che vivono nel proprio ambiente. Et pourquoi on l'appelait Ulysse? Parce que justement, Ulysse a été un voyageur devant l'Éternel. In effetti, perché Ulisse? Perché Ulisse è stato un viaggiatore. Alors, les problèmes spécifiques psychologiques des migrants sont les suivants. I problemi specifici dei migranti sono i seguenti. La séparation forcée avec les êtres chers. La separazione forzata, quasi dalla famiglia, dai cari. Le manque d'opportunités dans le pays d'accueil. Mancanza di opportunità nel paese di accoglienza. Donc, quand on n'a pas de papier, on est exposé à n'importe quoi. Senza documenti uno è esposto a qualsiasi problematica. Il y a une lutte pour la survie tous les jours. Una lotta quotidiana per la sopravvivenza. Qui consiste à s'alimenter ou trouver où s'alimenter, de quoi s'alimenter et où dormir. Che consiste a cercare non solo mezzi di sostentamento ma anche alloggio. Et c'est pour cela, par exemple, qu'on a vu dans les migrations asiatiques ces espèces de chambres où il y a un turnover des personnes pour dormir. Come per esempio nell'immigrazione asiatica si sono viste queste stanze in cui c'è un turnover tutta la notte che le persone si rimpiazzano per dormire. Alors, ils doivent affronter, comme on l'a vu, la peur et la terreur, tout le Devono temps, affrontare la paura e il terrore in ogni momento, avec les mauvais traitements et les abus. anche con i soprusi, con le violenze. Ces abus sont très souvent d'ordre sexuel. Questi abusi sono molto spesso di ordine sessuale. Ils affectent aussi bien les filles que les garçons, ces abus sexuels. E riguardano sia le ragazze che i ragazzi. Alors, ces difficultés peuvent augmenter, se multiplier quand les problèmes deviennent sans fin. Queste difficoltà possono anche aumentare quando i problemi, le problematiche non si fermano.
sono senza fine, elles ont duré trop longtemps. sono durate troppo tempo. Et donc, il y a une espèce d'usure de la santé mentale du migrant. C'è una sorta di usura, la salute mentale è consumata. Alors, si le syndrome d'Ulysse n'est pas tout à fait une pathologie, il est entre un état quasi normal et un état proprement pathologique. Benché non sia la sindrome di Ulysse non sia una patologia vera e propria, è una via di mezzo tra uno stato diciamo, sano e una vera patologia. Et ils vont être aussi victimes d'une dévalorisation de leur souffrance, d'une non-reconnaissance de leur souffrance. Saranno anche vittime di una devalorizzazione della propria sofferenza, anche una negazione della propria sofferenza da parte di altri. Et des diagnostics incorrects. E di diagnosi non corrette. Alors, je voudrais reporter ce cas que j'ai vécu, le cas Nadia, à Prato en l'an 2000. Vorrei parlarvi del caso di Nadia che ho vissuto a Prato nel 2000. Alors, on m'a proposé ce cas parce que les psychiatres et les psychologues italiens n'avaient pas pu résoudre le cas de cette jeune femme. Me l'hanno proposto perché psichiatri e psicologi italiani non erano riusciti a trovare una soluzione per questa giovane Nadia. Cette très jeune fille avait été avec son fiancé italien et a décompensé une maladie psychique après un accident de voiture. Questa giovanissima ragazza si trova con il suo ragazzo, il fidanzato italiano, e in seguito a un incidente di macchina ha messo fuori. Alors, le problème, c'est qu'on a pensé qu'il fallait leur envoyer au Maroc pour qu'elles suivent des traitements traditionnels. Alors, in un primo momento si è pensato di rimandarla in Marocco per farle seguire una cura tradizionale. Avec les sorcières, avec l'exorcisme, avec la fumigation et tout ça. Con mezzi tipo esorcismi, L'exorcisme, la fumigation, les bougies. le candele, eccetera, qualcosa di tradizionale. Alors, il y avait deux clans. Il y avait un seul clan, en fait. Tous les thérapeutes italiens pensaient qu'il y avait une solution dans le traitement traditionnel. Tutti i medici italiani pensavano che ci fosse una via, diciamo, di uscita nelle cure tradizionali. Or, si ces personnes ont quitté ces territoires, c'est pas pour qu'on les traite comme au Moyen Âge. Ma se queste persone sono andate via, hanno lasciato la propria terra e non è per essere, diciamo, considerati o trattati curati come nel Medioevo. En fait, ils ont aussi quitté le sous-développement mental. E sì, hanno pure lasciato dietro questa arretratezza Sous-développement mental. mentale. Sottosviluppo. Et donc, le diagnostic pour moi était simple. Il s'agissait d'une psychose hystérique. Per me la diagnosi era molto semplice, si trattava di una psicosi isterica. Le problème, c'est que les thérapeutes, les psychiatres italiens parlaient d'un délire. Ma i psichiatri italiani parlavano di un delirio. Il y avait bien un délire. C'era questo delirio. Mais en posant le diagnostic de psychose hystérique, nous avons les traitements pour faire face à cette situation. Ma diciamo, con la diagnosi della psicosi isterica diciamo, si potevano trovare le cure per questo tipo di situazione. Et donc, Nadia, ce cas Nadia nous met en présence des possibilités de dépersonnalisation de la personne migrante dans des lieux où elle ne sent aucune sécurité. E c'è un fenomeno di depersonalizzazione della persona migrante in luoghi in cui non si sente sicura. Donc, retenez bien ce syndrome d'Ulysse, et il est valable quasiment pour tous les jeunes migrants et migrantes qui se trouvent sur une terre ou sur une autre. Ricordate quindi molto bene questa sindrome di Ulysse.
valido per qualsiasi giovane migrante che si trova in qualsiasi posto del mondo. Il y a évidemment beaucoup plus de succès dans l'acte migratoire qu'il y a d'échecs, heureusement. Per fortuna c'è più raggiungimento, successo nell'atto di emigrare che non fallimento. Mais il arrive qu'il y ait échec de l'émigration. Ma succede che ci sia un fallimento comunque. Je voudrais relater 2 cas que je traite à Casablanca, encore maintenant. Vorrei parlare di 2 casi che sto seguendo a Casablanca ancora oggi. Le cas Mohamed Il caso Mohamed et le cas Rabia. e il Alors, caso Rabi. Mohamed vivait très heureusement en Italie et c'était une drag queen qui dansait le soir dans un cabaret. Mohamed viveva in Italia e era una drag queen che la sera ballava in un club. Et il était très heureux. Era molto felice. Le problème, c'est qu'un jour, il y a des drag queens brésiliennes qui sont venues et qui ont regardé les drag queens italiens et Mohamed comme étant rien du tout, parce qu'elles étaient très belles et très grandes et complètement refaites. Ma un giorno sono arrivate le drag queen brasiliane e hanno guardato dall'alto questi drag queen italiane e anche Mohamed. Et il y a eu une bagarre générale. E c'è stata proprio una rissa. Tout le monde est allé à la police. Tutti sono andati in prigione, al commissariato. Mais Mohamed avait fait une bêtise, il avait volé le sac d'une drag queen brésilienne. Ma Mohamed aveva commesso un errore e aveva rubato la borsetta di una drag queen brasiliana. Et donc 2 ans après, il a été rapatrié au Maroc, refoulé. E quindi 2 anni dopo è stato rimpatriato in Marocco. Alors, au Maroc, c'est dramatique parce qu'il est homosexuel. Et c'est dramatique. Quindi in Marocco si trova omosessuale ed è una cosa drammatica. Parce que c'est complètement interdit, c'est passible de prison. È un delitto e può andare in prigione. Et donc, Mohamed vient me voir, mettons, assez fréquemment parce qu'il entretient une dépression qui va devenir chronique. E mi viene a trovare molto spesso perché ormai la sua depressione sta diventando cronica. Et donc son seul problème, c'est de retourner vivre en Italie. Il suo unico problema ormai è tornare a vivere in Italia. Nous allons avoir de nouveau un clandestin qui va partir par la mer. E diventerà probabilmente un nuovo clandestino che partirà tramite il mare. Et puis, il y a le cas Rabia, E il caso Rabi, qui n'est pas drôle du tout parce qu'il s'agit de quelqu'un qui a commis une très grave violence sur sa femme. che è molto triste perché ha commesso una grande grossa violenza sulla propria moglie. Aujourd'hui, au Maroc, il est délirant. Oggi il Marocco è delirante. Ça veut dire que déjà en Italie, il présentait des phénomènes psychiques graves qui n'ont pas été diagnostiqués et qui lui ont valu la prison au lieu de lui valoir l'hôpital psychiatrique. Problematiche che erano già presenti in Italia ma che non sono state diagnosticate e è finito in carcere anziché venire curato. Je parlais tout à l'heure donc des diagnostics incorrects. Si parla ancora di diagnosi non corrette. Et dans ces diagnostics rentre la manière de s'exprimer, la langue, la capacité d'exprimer sa souffrance. E in questa diagnosi subentra anche la capacità a esprimere la propria sofferenza e anche la lingua. Et il y a aussi l'intuition clinique des personnes qui sont psychiatres ou psychologues ou psychanalystes pour comprendre cette plainte qui vient d'une autre culture. Dovrebbe anche subentrare l'intuito del personale dei curante per poter affrontare queste problematiche di una persona che viene da un'altra cultura. Le problème de Rabia, c'est qu'il y a une petite fille italienne qui n'a pas vu son père depuis 8 ans. Il problema è che ormai c'è una bambina italiana che non ha visto il proprio padre da 8 anni. Et c'est un phénomène qui est extrêmement douloureux, et pour lui, et pour l'enfant, et probablement pour la mère, parce qu'il est destitué de sa fonction de père. Sì, è un problema cruente sia per
per la moglie, perché lui viene anche destituito dal suo ruolo paterno. Donc, moi je voudrais conclure ces quelques propos par une note optimiste. Vorrei concludere questo discorso con una nota ottimistica. Alors, ma jeune collègue a présenté les choses d'une telle manière que je ressens qu'il y a une aide vraiment humaine, forte, qui est développée à partir de personnes pour accueillir celles qui arrivent. Come è stata presentata la problematica dalla mia giovane collega, sento che ci sono delle soluzioni che sono messe in atto per trovare per aiutare Dans cet accueil anche nell'accoglienza, plein d'humanité. piena di umanità. Parce qu'une personne en état de soin est quelqu'un qui présente sa propre humanité vis-à-vis de l'humanité de l'autre. Una persona che cura presenta la propria, che viene curata. Una persona che viene curata presenta la propria umanità all'umanità di qualcun altro. Et donc c'est dans ce rapport de traitement que va se passer quelque chose qui va faire sortir la personne de son état de problème psychologique vers un état stable et normal. E questo, rapporto che permetterà alla persona in stato di difficoltà psicologica di uscire dalla propria situazione. Et je pense que dans le phénomène migratoire des jeunes, il devrait y avoir une assistance psychologique et psychiatrique beaucoup plus importante. Penso che nel fenomeno migratorio ci dovrebbe essere una presenza psicologica, di aiuto psicologico molto più importante. Parce que je me souviens d'un cas de 2 petites filles qui ont été rapatriées au Maroc, des filles qui ont 8 ans et 12 ans, que le père a renvoyées au Maroc pour qu'on les élève dans leur culture alors qu'elles sont nées ici et qu'elles ont passé toute leur vie en Italie et se sentent italiennes. Anche perché mi ricordo del caso di 2 bambine cui padre le ha rimandate nel Marocco mentre erano nate qui italiane, avevano vissuto nella cultura italiana e le ha rimandate nel paese suo di origine perché venissero cresciute con le usanze di una volta. Alors mon dernier message est le suivant. Il faut éviter cette déperdition humaine. Il mio messaggio, la mia conclusione, l'ultimo messaggio è questo: bisogna evitare questa dispersione umana. En offrant la plus grande possibilité aux individus de parler et de raconter la souffrance. Offrendo agli migranti più possibilità di parlare, di descrivere le proprie sofferenze. Le père de ces 2 enfants, s'il avait été écouté et s'il avait été lui-même traité, n'aurait pas exposé ses filles à un trauma tellement grave qu'elles vont rester dans un problème psychologique quasiment peut-être toute leur vie. Se il padre di queste 2 bambine fosse stato ascoltato, trattato, non avrebbe provocato questa situazione in cui le 2 figlie rischiano pure loro di vivere un trauma che porterà a ulteriori discompensi psicologici. Et en conclusion, enfin, nous devons retenir que l'émigration, et particulièrement celle des jeunes, est aujourd'hui un phénomène mondial qu'il faut envisager au même titre que les problèmes d'environnement et que tous les autres problèmes. E oggi bisogna, a mo' di conclusione, bisogna considerare che il fenomeno migratorio giovane è un problema che è estremamente diffuso e che non possiamo più ignorare. Qui est même relié aux problèmes ceux de l'environnement. E che è anche legato a problematiche dell'ambiente, ambientali. Et qui sont des défis que nous devons résoudre aujourd'hui. Che sono tutte sfide che dobbiamo risolvere ora, oggi. Je vous remercie. Vi ringrazio.